D'accord. Donc, il est 9h03. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue au webinaire organisé par Synergile à travers le réseau bâtiment durable qui a comme thématique le bambou et les bambous en construction. Nous souhaitons remercier tous les intervenants qui ont normalement accès au micro, si tout va bien, et qui se succéderont aujourd'hui pour présenter l'état de leurs travaux, retour d'expérience, études, recherches. Je souhaite vraiment vous remercier et remercier aussi les participants de vous être intéressés à la thématique. Donc, nous allons commencer par un déroulé du webinaire présenté par M. Mérinon, qui est ici à côté de moi. Vous êtes enregistré en ce moment. Pourquoi? Parce que le webinaire sera ensuite disponible sur la chaîne YouTube de Synergile et le support pourra être transmis à tous les présents. Donc, vous aurez un PDF à la fin du webinaire prévu et disponible pour votre recherche, pour vous. Et à la fin, il y aura aussi un lien vers un questionnaire de satisfaction, donc n'hésitez pas à le remplir. Voilà. Donc, on va commencer. Merci à tous. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis René Mérino, actuellement stagiaire au réseau bâtiment durable et ingénieur en environnement et matériaux de formation. Donc, aujourd'hui, le webinaire se déroulera on commencera par une introduction de Synergie pour ceux qui ne nous connaissent pas encore et ceux qui veulent approfondir leur connaissance de Synergie. Ensuite, nous aurons un cadre réglementaire présenté par Mme Karine Thomas, suivi du retour d'expérience sur le projet Tani Malandi de Mayotte, avec la participation de Jeanne Lejoussec, Margot Kleindis et Incham Hamze, qui ont été les architectes sur le projet et le bureau d'études. Ensuite, avec Mme Mélanie Pierre-Justin du Parc national de la Guadeloupe, nous ferons une aparté sur la gestion et la valorisation du bambou sur le territoire. Ensuite, Mme Gilles Cougny du RAVER, doctorante en architecture, nous parlera du bambou et de la dynamique des acteurs et de la filière émergente. Et nous finirons par un temps d'échange avec les participants. Ça va pas. Pardon. Excusez-moi. Donc, nous passerons à la présentation de Synergie. Donc, Synergie est un pôle d'innovation sur la transition écologique et énergétique en Guadeloupe. Donc, nous avons plusieurs domaines d'expertise, comme l'ingénierie de l'innovation, l'énergie et le climat, la gestion des déchets, la mobilité durable et le bâtiment durable. Donc, les principales missions de Synergie sont de partager les connaissances, relever le défi de l'innovation et de fédérer pour la transition. Nous avons le statut d'association, loi 1901, et nous avons été créés en 2007. Donc, Synergie se compose de 2 observatoires, donc l'Observatoire de l'énergie et du climat et de l'Observatoire des déchets et de l'économie circulaire. Nous avons également un très grand réseau d'acteurs qui sont concernés par les thématiques de la transition écologique et énergétique, avec de grosses comme des petites entreprises et aussi des organismes d'enseignement supérieur et de recherche, des organismes professionnels comme le CAUE, le CIMEC, ou encore la Fédération française du BTP. Nous avons également des invités permanents comme la région, Cap Énergie, qui est un pôle de compétitivité, et Calitropique. Sur l'année 2025, Synergie, c'est plus de 9 projets
primés, près d'une centaine d'adhérents et plus de 33 événements réalisés. Nous avons également publié 7 publications, dont les chiffres de l'ORDEC et de l'OREC, qui sont les chiffres des observatoires. Nous avons également réalisé plus de 200 mises en relation entre nos différents acteurs et plus de 1000 personnes ont participé à nos événements. Donc, voici un peu le filigrane de nos événements sur l'année 2025. Non, ça veut pas. ça veut pas. Pardon. Donc, un petit moment de contexte sur le bambou dans l'outre-mer. Avant de rentrer en fait dans le vif du sujet avec nos intervenants, il me semblait important de rappeler que les bambous fait l'objet des travaux depuis plus de 10 ans dans les territoires ultramarins et plusieurs études ont été menées. Vous avez une ligne de temps qui débute en 2013, on va dire disponible sur le net. Et plusieurs études ont été conduites par l'ADEAL, par Caribati, Caraïbes Environnement, par les pépinières de la bambouserie, par l'ADEME, par le CEREMA, tout dernièrement, parce que la dernière étude est sortie en avril 2026. Et toutes ces études voulaient évaluer les potentiels de différentes ressources pour la construction, dont le bambou faisait partie. Ces travaux ont permis d'identifier les gisements disponibles, les usages envisageables et aussi les freins réglementaires, économiques au développement de la filière. Aujourd'hui, la question n'est pas donc si le bambou a un potentiel, la question est de savoir comment transformer les potentiels en filières potentiellement opérationnelles et durables. Pour répondre à cette question donc, on peut commencer à regarder où se situe le gisement. Et donc, lorsqu'on évoque le bambou, on a en tête l'idée que c'est quand même une espèce envahissante présente sur tout le territoire. Mais les données disponibles que je vous invite à consulter, j'ai partagé avec vous plusieurs liens et plusieurs sources d'origine des informations. Ces liens permettent de nuancer la perception qu'on a du bambou sur le territoire parce que sur 1444 hectares de forêt présents en Guadeloupe, seulement 1444 hectares contiennent du bambou, soit à peu près 2% des surfaces forestières. Et on a aussi l'information de la présence du bambou qui est surtout concentrée sur les zones agricoles ou habitées, les fonds de vallée et les milieux déjà perturbés par les activités humaines. Donc, au final, la perception qu'on a sur les forêts de basse terre, par exemple, les grandes forêts humides sont peu concernées au final. Cette répartition nous fait regarder les bambous sous deux aspects. Une espèce à gérer dans certains contextes, mais aussi une ressource locale à exploiter raisonnablement et valorisable. Donc, une fois ces contextes posés, je voulais vous montrer les potentiels de la ressource et les enjeux de l'implantation d'une filière. Voilà. Donc, les études qui sont menées aux Antilles ont montré que le bambou représente un gisement important qui s'élève à peu près à 4000 tonnes par an. En Martinique, c'est différent. Les pourcentages sont légèrement différents, mais on peut dire que les pourcentages se ressemblent, on va dire. Malgré la disponibilité qu'on a de la ressource bambou, la filière est encore émergente parce que plusieurs questions n'ont pas de réponse. L'organisation de l'approvisionnement,
les modalités de la récolte, pardon, les traitements du matériau ou encore les débouchés économiques. En même temps, les recherches sur le bambou se multiplient. On va avoir l'occasion de vous en illustrer quelques-unes. Par exemple, à travers les projets Bambou Outre-mer ou le consortium Bambusa. La dynamique est donc encourageante, mais des nombreux défis restent encore à relever. Mais au-delà des enjeux de la filière, les bambous présentent des caractéristiques qui sont très intéressantes pour le bâti, que ce soit en construction, que ce soit en rénovation, que ce soit en seconde œuvre surtout. Et donc, à ce propos, je voulais vous partager donc on parle d'une ressource qui est importante, d'une disponibilité qui est à l'instant T sur le territoire, mais aussi un matériel qui est renouvelable et qui a croissance rapide, parce qu'en quelques années, on a du matériel, un élément qui est déjà mûr pour être utilisé dans le bâti et un matériel qui répond aux enjeux de décarbonation du secteur du bâtiment. Ensuite, pour la valorisation, et c'est vrai que la filière bambou pourrait représenter une opportunité de création de valeur locale à travers savoir-faire, création de compétences et emploi pour les territoires. Les bambous, donc, réunit des atouts, mais aussi des défis. Et la ressource est disponible, la filière doit être structurée. Et c'est pour ça que je vous propose de passer maintenant la parole à nos intervenants qui vont creuser le sujet et d'un point de vue réglementaire et d'un point de vue de retour d'expérience et de témoignages. Merci à tous. Donc, Madame Thomas, maintenant, c'est à vous. Merci. Merci, Serena. Bonjour à tous. Merci déjà au Réseau Bâtiment Durable pour l'organisation de ce séminaire et pour l'invitation à participer. Je te laisse défiler de fait les slides pour moi, si tu veux bien, Serena. Je te remercie. Donc, Karine Thomas, je représente aujourd'hui l'unité performance environnementale des bâtiments de l'ADEAL de Guadeloupe. Donc, c'est une unité qui porte une mission d'animation et de coordination territoriale sur deux thématiques. Donc, d'une part, la maîtrise de l'énergie avec le pilotage donc, du service public de la rénovation de l'habitat, donc des SPRH, et l'application du décret éco-énergie tertiaire. Et d'autre part, qui porte une mission de coordination également sur la décarbonation, donc la réduction de l'empreinte carbone du secteur du BTP en Guadeloupe. Donc, ça passe par l'économie circulaire avec l'application, le déploiement de la REP PMCB, donc la responsabilité élargie des producteurs pour les produits matériaux de construction et du bâtiment, la mise en œuvre d'une filière caribéenne de la construction locale, donc pour diminuer la dépendance aux importations qui pèsent fortement à l'heure actuelle sur le secteur. Et donc, dernier élément sur la valorisation et le soutien au développement de matériaux bio et géosourcés sur le territoire. L'unité porte également une mission de soutien financier à travers le Fonds vert. Le Fonds vert porte sur deux mesures. Il y a deux mesures, en tout cas, qui sont instruites au sein de l'unité. La première, c'est la rénovation énergétique des bâtiments publics locaux et la deuxième, le renforcement de la protection des bâtiments contre les vents cycloniques. Et je vais maintenant pouvoir entrer dans le vif du sujet avec donc, les matériaux biosourcés dans la réglementation. Je veux bien que vous passiez. Merci. Alors, aujourd'hui, en Guadeloupe, rien n'oblige dans la réglementation à utiliser des matériaux biosourcés. Néanmoins, le Code de l'environnement prévoit à horizon 2030 l'usage de matériaux biosourcés ou bas carbone dans au moins 25% de la commande publique, donc que ce soit de la construction, donc du neuf ou des rénovations lourdes. Et d'autre part, je veux bien que tu passes la slide, s'il te plaît.
il y a l'existence d'un label d'État bâtiment biosourcé. C'est un label qui est volontaire pour les maîtrises d'ouvrage, qui a 3 niveaux, qui prend pour référentiel une quantité minimale de produits de construction à base de biosourcés dans le bâtiment pendant toute sa durée de vie. Et donc, les 3 niveaux de ce label, en fait, dépendent des fonctions dans lesquelles sont inclus ce type de matériaux. Par exemple, vous allez faire appel à des matériaux biosourcés uniquement dans l'isolation, vous allez être niveau 1, isolation et menuiserie, à ce moment-là, vous allez passer un niveau, etc. Et donc, plus vous l'utilisez dans différentes fonctions du bâtiment, et plus vous aurez un niveau élevé de ce label. Alors, à date, il n'y a pas de bâtiment labellisé en Guadeloupe. Donc, pourquoi? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les matériaux biosourcés sont difficilement utilisables sur nos territoires. On le voit, en France hexagonale, il y a des matériaux biosourcés qui sont utilisables, qui sont certifiés, mais pour une utilisation en hexagone. Et donc, les risques ne sont pas couverts pour une utilisation dans les territoires ultramarins, pas couverts, c'est-à-dire non assurables, donc non utilisés. Ceci étant, je veux bien que tu passes la slide, il y a une nécessité aujourd'hui d'adaptation donc, de ces textes réglementaires aux Outre-mer. Comme je vous le disais, donc à compter de 2030, c'est-à-dire demain, il y aura cette obligation d'intégrer des matériaux biosourcés dans la commande publique. Néanmoins, l'étude qui a été récemment menée par le CEREMA, donc pour l'état des lieux de la construction biosourcée, géosourcée en Outre-mer, va permettre l'adaptation de cet article pour les textes d'application, donc pour les Outre-mer. Ça va également permettre de mesurer la pertinence d'adapter le label bâtiment biosourcé. Les textes aujourd'hui sont en cours de rédaction et les parties prenantes de chaque territoire seront consultées pour la proposition de ces textes. Je rappelle, Serena, tu l'avais mis au démarrage, mais si vous voulez accéder à l'étude du CEREMA, elle est disponible en ligne directement sur leur site pour aller un peu plus en profondeur. Donc ça, c'était vraiment pour cette partie des matériaux biosourcés dans la réglementation. Maintenant, je voudrais également vous parler du droit d'innover. Alors, le droit d'innover dans la réglementation, ça a été donné par l'ordonnance ESSOC, et notamment ESSOC 2. Avant la loi ESSOC, dans la construction, il y avait une obligation de respecter des moyens. On est passé aujourd'hui à une obligation de démontrer des résultats. Donc, ce qui fait qu'avant, on avait prescription de matériaux qui sont conventionnels avec des techniques courantes reconnues, donc avec des DTU et des procédés qu'on va connaître. Avec l'ordonnance ESSOC 2, la réglementation, elle va évoluer et on va attendre une logique de résultat. C'est-à-dire que ça va permettre l'ouverture finalement à des matériaux qui ne sont pas conventionnels, donc typiquement des matériaux issus du réemploi, des procédés innovants, des systèmes constructifs qui sont alternatifs et des matériaux biosourcés. Alors, il y a un élément qui est très important et qui est central dans ESSOC 2, c'est la notion de solution à effet équivalent. Je viens défiler la diapo suivante. Voilà. Donc, cette solution d'effet équivalent, en fait, elle sera valable et elle pourra être utilisée à condition qu'elle démontre un niveau de sécurité, de stabilité, tout autre critère prévu donc, par la loi qui soit au moins équivalent à celui qui est exigé dans la réglementation. Donc, en fait, il y a aucune, on ne diminue pas les exigences de qualité, les exigences techniques, mais en revanche, on va avoir besoin de les justifier. Et donc, c'est là où ça vient renforcer tous les rôles de contrôle technique, d'essai, d'ingénierie, d'évaluation, qui vont permettre de tamponner ces nouvelles techniques, ces nouveaux matériaux, et donc de les certifier et qu'ils deviennent assurables. Et la TEX, ça intervient comme un outil parmi d'autres. Alors, il y a la TEX, ensuite on peut avoir les ATEC, les règles professionnelles, par exemple, je pense aux règles professionnelles PAI qui sont très utilisées en hexagone. Et ça va permettre de sécuriser vraiment techniquement l'innovation. Et donc, c'est un ATEX qui a été utilisé
dans le cadre du projet de Mayotte qui va être présenté. Et donc, je laisse la main et je vous remercie. Bonjour à tous. Je remercie Synergile pour l'invitation à ce webinaire au nom de toute l'équipe qui est présente aujourd'hui du projet du lycée Tani Malandi à Mayotte. Nous allons vous proposer rapidement un retour d'expérience justement sur ce processus d'ATEX, donc d'appréciation technique d'expérimentation que nous avons mené pour ce lycée et en particulier pour l'emploi de bambou vulgaris local, donc en provenance de Mayotte, pour un emploi en brise-soleil et en brise-vue. Je veux bien que vous passiez. Merci. Rapidement pour présenter un petit peu les acteurs du projet et ensuite je passerai la main aux architectes pour une présentation plus du projet architectural et ensuite je reviendrai plutôt sur les aspects techniques que nous avons comptés pour le développement de cet ATEX. Le maître d'ouvrage de ce projet et donc le financeur est le rectorat de l'Académie de Mayotte. C'est un point très important puisque c'est la volonté du rectorat de l'Académie de Mayotte à promouvoir un matériau biosourcé tel que le bambou et sa volonté de soutenir le développement d'une filière avec ce matériau sur l'île qui a permis de mener à bien ce projet. Les architectes mandataires sont de l'agence Dietrich Hunter-Triffaler Architectes. Et il y a également 2 autres agences associées, donc l'agence Bull Poirier-Jussman Architectes et l'agence Endémique Mayotte qui se trouve localement sur place. Nous sommes un bureau d'études d'ingénierie structure et façade, donc CE Ingénierie, et nous sommes intervenus uniquement sur ces brise-soleil de façade en bambou et pour le développement de la procédure expérimentale. Nous avons travaillé de manière étroite avec le contrôleur technique Laurent Lomagourou de chez Socotec, qui est un spécialiste du bambou et qui a été notre rapporteur d'ATEX auprès du CSTB. Et donc, l'appréciation technique d'expérimentation pour ce projet a été obtenue en janvier dernier. Et c'est un document qui est public, qui a été rendu public par le rectorat et qui est donc consultable librement sur le site du CSTB via le QR code qu'on vous a mis à la slide précédente. Je vais maintenant passer la main aux architectes pour vous présenter plus généralement le projet. Merci Jeanne. Margot Kleindienst, donc de l'agence d'architecture Dietrich Hunter-Triffaler. Je vais commencer cette présentation succincte en vous donnant quelques chiffres. Donc, le projet du lycée Tani Malandi est situé à Chirongui, dans la partie sud de Mayotte, et c'est un projet de grande envergure, puisque c'est un lycée qui, sur plus de 20 000 m², accueillera à la fois un pôle d'enseignement professionnel, un pôle d'enseignement général, des installations de sport et de loisirs, un restaurant scolaire avec cuisine et un internat de 105 élèves. Donc en tout, on aura environ 2060 élèves accueillis à l'ouverture du lycée et nous sommes aujourd'hui dans la première phase de chantier qui se terminera en 2028. Donc sur cette première image, vous pouvez voir les bambous qui seront placés en façade comme protection solaire. Si on peut passer à la slide suivante, concernant la jeunesse du projet et l'implantation sur le site, elle découle directement des nombreuses contraintes topographiques et climatiques liées au site. Donc, premièrement, on a une implantation des bâtiments parallèles à la pente qui suit les courbes de niveau, parce qu'il y a environ 7 mètres de dénivelé entre le haut du site qui est au sud, donc au pied du mont Chongui, et le bas du site, donc au nord, qui s'approche à 300 mètres environ de la mer. Deuxièmement, la plantation nous permet de favoriser la transparence hydraulique. Donc, dans la logique d'écoulement des eaux des fortes pluies dans le sens de la pente sans obstacle, puisque les bâtiments sont tous surélevés sur pilotis à 1 mètre du sol. Troisièmement, on favorise la ventilation naturelle des locaux, qui est essentielle dans le climat tropical, suivant les vents dominants qui soufflent ici, surtout sur l'axe nord-sud. Donc, on a des bâtiments vraiment traversants. Et quatrièmement, on optimise l'apport solaire en évitant l'exposition ouest et est, qui sont les plus critiques à Mayotte. Pour la répartition des fonctions dans les 7 bâtiments qui composent le projet, donc ils sont chacun espacés de noues paysagères très denses en plantation.
On a dans le premier bâtiment les enseignements professionnels avec une typologie plus large de bâti qui accueille les ateliers, donc ateliers des métiers du bois, bijouterie, signalétique, etc. Ensuite, par paire de bâtiments linéaires et assez fins, on a le CDI et l'administration au cœur du projet. L'enseignement général et scientifique ensuite, et la partie nuit tout au sud qui est l'internat, qu'on a placé plus proche de la forêt et des montagnes dans un cadre plus privatif et éloigné des espaces de vie. Vous avez cette longue galerie, alors je peux pas montrer malheureusement, mais qui relie tous les bâtiments du nord au sud, de l'autre côté de laquelle on a basculé la restauration et les plateaux sportifs, puisque ces derniers sont dédiés à un public extérieur, donc accessible en dehors des horaires du lycée. Donc c'est une partie un peu plus publique voilà, du projet. Voilà, je passe la parole à Hicham Hamzé, qui va vous en dire plus sur le principe constructif des bâtiments. Oui, merci Marco. Oui, concernant en fait la partie constructive, nous sommes sur un projet en squelette béton qui répond en fait aux caractéristiques sismiques et cycloniques, enfin antisismiques et anticycloniques nécessaires à Mayotte. Les événements d'il y a un an nous ont démontré encore une fois la nécessité de cela. Nous sommes en fait en fondation profonde, en pieux, afin de permettre la transparence hydraulique dont vous a parlé Margot, parce que c'est un site en fait qui, lors des périodes de pluie, va recevoir des volumes énormes d'eau qui vont traverser le site. Donc on devait mettre en fait les bâtiments sur talons aiguilles pour pouvoir permettre en fait l'eau de s'écouler vers, comme disait Margot, c'est 300 mètres à partir de la mer. Ensuite, le remplissage des façades est fait en BTC et briques de terre crue, compressées en fait, donc surmonté par des ventelles ajourées afin de permettre, encore une fois, ce dont Margot vous a parlé, la transparence, la ventilation traversante sur l'ensemble des bâtiments. Ces ventelles, dans les cas où il n'y a pas des grandes pluies horizontales qui vont tomber, en fait, elles vont rester ouvertes jour et nuit. La ventilation se rafraîchit en fait la nuit et continue à ventiler pendant la journée. Les brise-soleils, effectivement, en bambou, mais ça, en fait, on va laisser Jeanne vous parler en long et en large du sujet qui a été une aventure passionnante. Et si on passe à la prochaine slide, voilà. Donc, en fait, le principe du projet était l'utilisation de matériaux biosourcés et locaux, nécessairement et obligatoirement. C'est pour cela, en fait, que nous avons des murs tout au long, en fait, de ces bâtiments en en pierre de basalte, pardon, qui est une pierre en fait qui est locale et qui a été d'ailleurs piochée pas très loin de notre site. La BTC dont je vous ai déjà parlé, en fait, donc c'est une brique qui n'est pas cuite, donc qui ne consomme pas d'énergie à la cuisson. Le bambou, donc qui fait le sujet principal du webinaire d'aujourd'hui. Et après, en fait, il y avait d'autres matériaux comme les tressages en feuilles de palmier ou même en fait les bardeaux de manguier sur le toit, qui malheureusement, ces deux derniers, en fait, ont dû être supprimés du projet initial pour des raisons tout simplement financières pour les bardeaux de manguier et les tressages de palmier parce que ça aurait nécessité d'un deuxième ATEX. Et permettez-moi de vous dire qu'un seul ATEX a suffi sur ce projet. Voilà, du coup, je vais donner la main à Jeanne pour qu'elle vous explique le processus de l'ATEX. Merci. Merci. On peut passer directement à la slide suivante, si vous voulez bien. Merci. Donc, il a fallu en effet concevoir un détail de fixation de ces chaumes. CE Ingénierie est intervenue à partir de la phase APD sur le projet pour développer avec les architectes ce détail de fixation. Et donc, nous nous sommes mis d'accord sur un mode de fixation par enserrage des bambous à l'aide d'un collier qui vient maintenir le bambou par son périmètre extérieur. Donc, c'est un mode de fixation qui est en réalité inspiré des maintiens des gouttières, donc des descentes d'eau pluviale, ce qui nous permettait d'éviter tout percement dans le bambou, puisque dès que l'on perce le bambou, malheureusement, on le fragilise. Et donc, de cette façon, on venait limiter les risques. À l'aide de ces colliers, d'une tige filetée de lisse horizontale filant le long des bâtiments et de bracons métalliques, on vient fixer le dispositif à la structure
primaire du bâtiment, donc aux éléments en béton armé, les poutres, les poteaux, les dalles, et en toiture au niveau des arbalétriers en bois lamellé collé. On peut passer à la salle suivante. Merci. Étant donné que le bambou, dans ses conditions d'emploi, sont exposés aux intempéries, donc au cycle d'eau, de pluie et puis de séchage, il a fallu réfléchir, comme dans le cas du bois, et d'autant plus en l'absence de retour d'expérience consolidé sur la durabilité du bambou dans ces conditions d'exposition. Il a donc fallu réfléchir à un mode de préservation de ce matériau. Et après diverses recherches, nous avons opté par un traitement par autoclave qui a été réalisé à La Réunion, dans le centre de traitement Fibre Industrie Bois. Donc l'autoclave, c'est cette grande cuve dans laquelle on vient mettre le matériau, on met la cuve sous pression et on vient insérer le produit qui donc pénètre dans les pores du matériau. Le produit de traitement qui a été choisi est le von Manit. C'est un produit au cuivre et au bicuivre qui est habituellement employé pour le traitement du bois utilisé en classe 3 et en classe 4. Ça a déjà été évoqué tout de suite, mais rapidement pour rappeler le contexte qui nous a amené à réaliser justement une procédure d'ATEX. Donc, il n'existe pas en France ni en Europe de textes réglementaires qui nous permettent, dans le cas d'un emploi du bambou, ouvrage et donc de garantir au maître d'ouvrage la limitation des risques pour son bâtiment. Il existe néanmoins des normes nationales qui sont adoptées déjà depuis de nombreuses années dans d'autres pays, notamment en Asie et en Amérique latine. Et donc, nous sommes beaucoup appuyés sur une recherche préalable dans la littérature normative en Amérique latine pour comprendre les modes constructifs qui étaient définis et les calculs qui étaient employés. Et nous nous sommes également appuyés sur ces normes internationales qu'on appelle les normes ISO, qui décrivent un mode de calcul bambou face aux efforts mécaniques auxquels ils sont soumis, mais aussi tout un protocole de tests normalisés qui permettent de réaliser des essais de caractérisation mécanique et donc de connaître la résistance du bambou afin de justifier par le calcul sa résistance. Donc, tous ces éléments ont permis de constituer un dossier pour cette demande d'appréciation technique de KB auprès du CSTB. Le KB signifie que ce dossier s'applique uniquement à ce projet du lycée Tanimalandi de Mayotte, contrairement à une ATEX de KA qui s'appliquerait à un procédé en tant que tel applicable sur différents territoires. On a donc défini, grâce à cette revue de la littérature normative et aux échanges avec Monsieur Le Magourou, spécialiste du bambou chez Chocotec, 3 catégories d'essais à mener sur le matériau pour constituer ce dossier. La première catégorie est la catégorie de la caractérisation mécanique, puisque même si dans notre cas, le bambou n'a pas de rôle structurel à proprement parler, il est employé uniquement comme brise-soleil et brise-vue, il n'assure pas non plus la fonction de garde-corps qui elle, est assurée par un garde-corps qui se trouve en arrière-plan. Toutefois, il fallait s'assurer que les bambous, dans ces conditions d'appui prévues, étaient capables de résister aux efforts de vent qui sont particulièrement importants à Mayotte du fait du risque cyclonique. Nous avons donc réalisé ces essais de caractérisation mécanique selon la norme ISO à Les Irois, donc à l'Université de La Réunion. La deuxième catégorie d'essais que nous avons menée concerne le feu. Là, une nouvelle fois, nous n'avions pas besoin de justifier d'une stabilité au feu comme ça aurait été le cas pour un emploi en éléments structurels. Toutefois, il fallait s'assurer de la réaction au feu du matériau, c'est-à-dire s'assurer qu'une éventuelle combustion de ce matériau n'entraîne pas de fumée ou de fumée toxique, de débris enflammés,
ou de flammes trop importantes qui propageraient davantage le feu sur le reste du bâtiment. Et donc, ces essais-feux ont été réalisés au LNE, en métropole à Trappes, puisqu'il n'existe pas de centre-feu disposant des matériaux, en tout cas des dispositifs nécessaires, ni à Mayotte ni à La Réunion. Donc voilà, nous avons réalisé ces essais au LNE en métropole. Le dernier type d'essai que nous avons mené sur les bambous concerne la durabilité, puisqu'il fallait s'assurer de l'efficacité du traitement autoclave que nous avons choisi pour les bambous, notamment vis-à-vis des risques d'attaque de champignons et d'insectes. Et pour ce faire, nous nous sommes rapprochés de deux laboratoires différents, le CIRBAT, qui est localisé à La Réunion, et le FCBA, pour les quelques espèces de termites dont il n'était pas possible de réaliser les essais directement à La Réunion. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, toute cette procédure expérimentale a débuté en août 2023 par la coupe du bon nombre de chauves nécessaires pour la réalisation de l'ensemble de ces essais. La coupe a été réalisée par l'association BAM, Bambou à Mayotte, qui est active localement. Et donc, ces bambous ont ensuite pris le bateau sous la forme de colis et à l'intérieur de containers pour rejoindre le centre de traitement à La Réunion. Et après une période de séchage, ont ensuite pris un camion ou bien l'avion pour rejoindre les laboratoires visés par les essais. Vous voyez ici quelques images des essais de caractérisation mécanique réalisés donc à Lézirois, avec en particulier l'essai de flexion parallèlement fibre, qui est l'essai qui nécessite le plus grand échantillon puisqu'on est sur une flexion 4 points. Et même si nous avions besoin uniquement de cette valeur dans le cadre de ce projet, nous avons décidé conjointement avec le rectorat de Mayotte de réaliser une caractérisation mécanique complète du matériau et de rendre ces résultats d'essai publics afin que cela puisse être utile à de futurs projets, soit dans le cadre de nouveaux ATEX, soit dans le cadre d'un avis chantier ou bien pour un usage plus privé également. Et donc, ces essais, ces résultats d'essais nous ont permis de démontrer la résistance des bambous face aux efforts cycloniques auxquels ils sont exposés dans le cadre de l'emploi en brise-soleil pour le lycée Animal Handy. Vous voyez ici les éprouvettes d'essais pour les essais d'allumabilité et de SBI, donc Single Burning Items. Ce sont les deux essais qui nous permettent d'obtenir le classement à la réaction au feu, qu'on appelle Euroclass, et qui nous permettent donc de connaître la manière dont le matériau réagit lorsqu'il est en contact avec le feu. Et nous avons obtenu un Euroclass, ce qui correspond tout à fait à l'exigence qui était fixée par le bureau de contrôle et par la norme pour un emploi dans un ERP en brise-soleil. Et pour finir, quelques éprouvettes des essais de durabilité qui ont été menés au CIRBAT et au FCBA. Donc là, ce sont des essais assez longs, puisqu'ils consistent à mettre en contact les éprouvettes de bambou avec des espèces de termites et de champignons, et de comparer l'état des éprouvettes après une longue période de plusieurs semaines jusqu'à quelques mois, entre des éprouvettes qui seraient traitées par autoclave, comme je l'ai expliqué, d'autres éprouvettes témoins non traitées, afin de vérifier l'efficacité de ce traitement. Les résultats que nous avons obtenus sont tout à fait satisfaisants, même s'il reste en effet en l'état difficile de se prononcer sur la durabilité d'un bambou en cas d'emploi en brise-soleil, comme nous prévoyons de le faire sur le lycée Animal Handy, ce qui a nécessité également l'écriture d'un protocole de maintenance et d'entretien qui devrait être respecté par le maître d'ouvrage durant l'usage du bâtiment.
quelques bilans du point de vue des chiffres concernant cette procédure d'ATEX. C'est une procédure qui est longue. Il faut le savoir avant de se lancer dans l'aventure parce que ce n'est pas forcément compatible avec tous les plannings, mais c'est une aventure qui vaut le coup, qui est passionnante. En tout, nous y avons passé 3 ans et demi. Donc 3 ans et demi, c'est le temps qu'il a fallu entre le début des recherches, notamment la lecture des normes qu'il existe en Amérique latine, et l'obtention d'un ATEX validé par le CSTB en janvier dernier. Le temps étant réparti entre des recherches préalables, la procédure expérimentale qui est assez longue et la constitution du dossier. En termes de coût, parce que c'est forcément un critère important, notamment pour les maîtres d'ouvrage, pour se lancer dans l'aventure en toute connaissance de cause. Donc, lorsque l'on additionne à la fois les frais administratifs pour une validation du CSTB, les frais liés aux études que nous avons menées pendant ces 3 ans et demi, aux frais opérationnels, donc de coupe, de colisage, de transport, de traitement, d'essai. Sur les bambous, nous arrivons à un total de 155 263 €, ce qui représente en effet un certain budget, mais qui était un investissement choisi par le rectorat pour obtenir un premier retour d'expérience sur l'emploi du bambou de manière certifiée et contrôlée sur le territoire, pour ensuite pouvoir multiplier plus facilement d'autres expériences similaires, et notamment possible, après une ATEX de KB, de réaliser auprès du CSTB une ATEX facilitée de cas C en faisant référence à une précédente ATEX de KB. Et voilà, c'est la salle de conclusion. Donc, je vous remercie. Et donc, je vous ai remis en bas, si vous le souhaitez, le QR code qui permet d'accéder au dossier d'ATEX qui est consultable librement sur le site du CSTB. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Levensec. C'était très bien, passionnant, comme vous le dites, à plusieurs reprises. Je me permets juste de faire une petite intervention parce que je vois que des questions commencent à surgir. Je vous invite à les poser dans la colonne de droite pour les conversations. À la fin des présentations, on se permettra de les reprendre une par une. N'hésitez pas donc à écrire. Et ensuite, on vous répondra au fur et à mesure. Merci à toute l'équipe du Tani Malandi. Et maintenant, je passe la parole à Madame Pierre Justin du Parc national de Guadeloupe. Merci beaucoup, Madame. C'est à vous. Bonjour à tous, j'espère qu'on m'entend bien. Et merci à la Marati pour l'invitation au webinaire. Donc, je suis Mélanie Pierre-Justin, je travaille au Parc national de la Guadeloupe en tant que chargée de mission sous les projets de renaturation en cœur de parc. Donc, aujourd'hui, je vais présenter le travail qui a été mené par le PNJ autour de la gestion de bambousage vulgaris. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et du coup, nous, on travaille sur le contexte du cœur de parc national. Donc, l'enjeu pour nous a d'abord été un enjeu de gestion d'espèces exotiques envahissantes. Donc, comme on le sait, le bambou a une forte capacité de développement et de colonisation du milieu. Donc, ce qui va poser problème dans des espaces qui ont un fort enjeu écologique, surtout lorsqu'il y a de la concurrence au niveau des espèces indigènes. Et donc, depuis 2023, en tout cas dans le cadre du projet sur lequel je travaille, on a mis en place un travail expérimental pour tester différentes modalités de gestion adaptées à ce contexte en particulier. On a 2 contraintes assez fortes, donc agir efficacement contre l'espèce, mais également respecter en fait le cadre réglementaire que nous impose le cœur de parc. Donc, dans cette présentation, on va d'abord on va revenir sur les protocoles qui ont été mis en place depuis 2023 sur le site. On va voir les résultats obtenus et les principaux rétextes de terrain. Et en dernier, nous verrons les perspectives de valorisation de l'espèce. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, l'objectif pour nous a été de mettre en place ce protocole et de construire une méthode d'intervention à la fois efficace sur le plan de l'éradication, mais aussi compatible, comme je l'ai dit, avec les contraintes d'intervention du cœur de parc. Donc, ce qui va conditionner les choix techniques qu'on a pu avoir. Donc, par exemple, on ne peut pas avoir recours à d'engins lourds, comme pour le dessouchage des souches. Donc, dans ce contexte et sur ce site en particulier, ça n'a pas pu être possible. Donc, on a dû concevoir un protocole qui repose sur des interventions manuelles
et ciblées, mais surtout qui pourront être reproductibles. Donc, le travail a été conduit sur le site de Providence. C'est un site sous la traversée à Petit-Bourg, dans le cadre du projet de restauration écologique du site. Donc, c'est un site qui a connu des activités de pépinière et qui aujourd'hui a la problématique des espèces exotiques envahissantes, dont le bambou. Donc, sur le site, on compte 7 touffes qui ont été intégrées au protocole. Et l'intérêt a été donc d'abord réaliser une action concrète dans le cadre du projet de restauration, mais également de profiter de l'opération pour tester, ajuster et documenter le protocole. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, les premières étapes du protocole reposent sur des étapes simples quoi, de coupe. Donc, la première étape consiste à effectuer une coupe à ras des chaumes, donc à la tronçonneuse. Et ensuite, on les tronçonne en sections de 2 à 2,50 m, donc par souci de facilitation pour la manipulation et le transport des déchets de coupe. Donc, la gestion des déchets de coupe va être vraiment un point vigilant majeur dans ce protocole. Et la deuxième étape sera l'application d'un traitement au sel, donc directement dans les sources des chaumes coupées. Donc ici, on va vraiment parler d'un apport très localisé, uniquement une poignée dans chaque petite souche de chaume qui a été coupée, comme on peut le voir sur la photo du milieu. Et donc sans épandage sur la végétation avoisinante. Donc je sais qu'on peut avoir beaucoup de questionnements compte tenu de l'utilisation du sel. Nous, au niveau du retour d'expérience qu'on a eu, on n'a pas vu d'impact, en tout cas visuel, au-delà de l'aire de répartition de la souche. Mais on va quand même mettre en place des analyses de sol pour vraiment essayer de quantifier cet impact. Mais en tout cas, le traitement est vraiment localisé. Donc à ce niveau, il ne devrait pas y avoir de problème. Et la dernière étape qui est le bâchage de la touffe, donc par une bâche occultante à la lumière et étanche à l'eau. Donc c'est vraiment des bâches épaisses de 500 grammes par mètre carré. Donc on utilise vraiment des grandes bâches, dimension 10 x 12, 10 x 15 mètres, parce qu'on a vraiment des touffes qui prennent une place assez large. Mais bon, c'est adaptable à ce niveau-là. Et la bâche doit surtout être étendue au-delà de minimum 1 mètre au-delà de l'emprise de la souche, pour vraiment couvrir toute la périphérie immédiate de la souche pour empêcher l'émergence d'éventuelles repousses. Donc voilà, donc on peut passer à la slide suivante. Donc là, c'était les 3 premières étapes. Donc vraiment la coupe, le traitement et ensuite l'empêchement des reprises. Et ensuite, on va passer maintenant à une des étapes assez importantes également du protocole, donc la gestion des déchets de coupe et le suivi de gestion. Donc concernant les chaumes qui ont été coupés, donc l'objectif va être d'éviter toute reprise accidentelle sur le site. Donc 2 cas de figure ont été prévus. Donc d'abord, si les conditions d'accès au site le permettent, on peut évacuer les chaumes. Donc ça pourrait être évacué pour un broyage, donc utilisé comme paillage par exemple, ou orienté vers des filières de revalorisation de l'espèce si elles existent. Et lorsque l'évacuation n'est pas possible, donc ça a été le cas dans le cas de Providence, à la fois parce que les souches étaient assez loin de l'accès carrossable, donc il aurait fallu une grande mobilisation humaine déjà pour les évacuer, mais également ça représente un risque du coup de, entre guillemets, les semer tout le long du chemin. Donc, on a fait le choix de les stocker sur site. Donc, ce qui est important ici, c'est vraiment un stockage hors sol. Donc, on a fait le choix de stocker, on a fait 2 tests, en fait, un stockage sur des structures en bois, comme on peut le voir sur les photos. Donc, on préconise à minimum 70 cm du sol, ou alors sur une bâche, mais toujours sans contact direct avec le sol. Donc, la bâche, après, on l'a renfermée, donc vraiment envelopper le bambou à l'intérieur. Et la 5e étape va être celle du suivi mensuel. Donc, va être indispensable parce que même si le protocole il est appliqué dans les règles de l'art, le bambou va rester une espèce qui est très dynamique. Donc, le suivi va permettre de vérifier l'absence de rejet sur l'ensemble de la zone de chantier et observer l'état du bâchage, l'état des reprises, s'il y a des reprises sous bâche et s'il y en a, de pouvoir débâcher et recouper. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, on va passer maintenant aux résultats qu'on observe sur les différentes touffes qui ont été suivies. Donc, il y avait 7 touffes sur le site qui ont été, enfin, pas numérotées, mais nommées de A à F. Donc, les touffes A et F vont correspondre à la mise en œuvre complète et conforme du protocole initial. Donc, vraiment, le combo coupe, traitement sel et bâchage. Donc, sur ces 2 touffes, on voit que le suivi a montré des résultats très nets. Donc, aucune reprise n'a été observée sous la bâche. La touffe A, on a pu la débâcher au bout d'1 an. Et après 1 an et demi depuis le début du protocole, on voit qu'aucune reprise n'était observée, donc que ce soit sur la souche ou en périphérie. La touffe F, on observe des résultats similaires, simplement elle n'a pas encore pu être débâchée, mais c'est vraiment par souci logistique. Ce sont des bâches assez lourdes qui nécessitent vraiment des moyens humains. Donc le temps de mobiliser le personnel, mais elle va être débâchée. Mais également, il n'y a pas de reprise qui a été observée, que ce soit sous la bâche ou autour.
Et bien évidemment que les bâches retirées, on les conserve et elles peuvent être réutilisées, enfin, elles seront réutilisées pour d'autres interventions. C'est bon, suivante. Donc ici, on va illustrer le... hop, on est trop loin. Il faut retourner en arrière. En arrière. Encore une. C'est bon. Ici, donc, on va utiliser le cas d'une touffe qui était, enfin, il y a la mise en œuvre était incomplète du protocole parce que le protocole a démarré avant l'acquisition du sel, donc on n'a pas pu faire le traitement au sel directement. Donc, on voit que il y a des reprises sous bâches successives qui sont apparues au traitement, enfin, jusqu'à ce qu'on ait pu attribuer le traitement au sel. Donc, on voit qu'il y a un décalage dans la mise en œuvre qui montre l'importance de la cohérence du protocole et du respect des étapes. Donc, une fois qu'on a mis le traitement au sel, il n'y a plus eu cette nécessité de revenir sur la chouffe et de recouper des reprises sous bâche. Et avec cet exemple, on voit que du coup, c'est une bâche différente des précédentes, parce que c'est une bâche qui avait déjà été utilisée sur un précédent protocole bambou, et donc qui a été réutilisée. Là, on voit qu'au bout de 4 ans, après, je crois qu'elle a été utilisée en 2022, donc après 4 ans d'utilisation d'extérieur, on voit que là, la bâche, elle commence à montrer des signes d'usure, donc on va pouvoir l'enlever. Donc on sait que moins les bâches, elles ont vraiment une longue durée dans le temps. On peut aller à la suivante. Donc ici, on va avoir l'importance de la zone détendue du bâchage en fait au niveau des souches. Donc sous ces deux touffes, on a bien bénéficié d'un traitement, d'un protocole complet dès l'origine, donc vraiment coupe, sel et bâchage. Simplement, le suivi a pu mettre en évidence des reprises qui ont été localisées en périphérie des touffes. Donc certaines tiges qui avaient réussi à soulever partiellement la bâche à l'extrémité. Donc, c'est pourquoi la zone tendue de passage a vraiment une importance. Il faut vraiment augmenter la zone de passage au-delà de l'emprise de la touffe et surtout d'essayer de la fixer systématiquement au sol avec des crochets ou en mettant s'il y a des bouts de bois à côté, vraiment pour pas que la bâche puisse se soulever. C'est bon. Donc ensuite, au-delà de la gestion des touffes en elles-mêmes, notre enjeu important va être la gestion des chaumes qui ont été coupés. Donc le premier test qui a consisté à les stocker sur le site sous des structures en bois surélevé. Donc, à ce jour, le suivi n'a pas mis en évidence de reprise. Donc, la surélévation, pardon, elle semble être évidente, suffisante, pardon, pour empêcher l'enracinement. Et après 1 an et demi depuis le début du protocole, elles sont toujours en place et elles conservent leur intégrité. Donc, ça montre que c'est une solution, en tout cas transitoire, si l'évacuation immédiate, elle n'est pas possible. Et en parallèle, l'autre test qui avait été testé, donc du coup, le stockage au sol, mais sans contact direct avec le sol avec une bâche. Donc, pareil, aucune reprise n'a été observée. Et dans la continuité de ces essais, au niveau des déchets de coupe, le parc prévoit également de tester le broyage. Du coup, on va les broyer. Ces chaumes, maintenant qui sont sèches, elles vont être broyées en vue d'une utilisation comme paillage sur les prochains chantiers de replantation sur le site. Donc, on passe à la suivante. Un instant. Ah, C'est pas la bonne slide? j'ai entendu un instant. Je pensais qu'il fallait que je m'arrête. Non, c'est bon? C'est Ah bon, non, non. c'est bon. Ah, pardon. Du coup, maintenant, on peut dresser un bilan global de l'expérimentation. Donc, d'abord, on voit que les résultats obtenus confirment que la combinaison coupe, traitement, sel et bâchage, c'est aujourd'hui, en tout cas pour nous, la méthode la plus concluante parmi les tests qui ont été réalisés. Donc, lorsque le protocole est appliqué dans l'intégralité, on obtient des résultats très satisfaisants, avec une absence de reprise sur l'étouffe. Et à l'inverse, du coup, les autres configurations qu'on a pu tester montrent rapidement leurs limites. Donc, le bâchage seul, par exemple, va nécessiter davantage d'interventions correctives et un suivi beaucoup plus lourd. Et la coupe seule, elle, jusqu'ici, de ce qu'on a pu voir, elle ne permet pas de maîtriser la touffe parce qu'il y a vraiment une reprise consistante et persistante. Donc, vraiment essayer de la couper jusqu'à l'épuisement, mais pareil, ça nécessite des moyens humains assez élevés et humains et financiers élevés, plus élevés en tout cas. Le deuxième point va concerner l'anticipation du chantier. Donc, il est vraiment important d'avoir l'ensemble du matériel nécessaire avant l'application du protocole.
Donc, par exemple, dans le cas de la touffe D, où on a bâché sans le sel, on a dû revenir beaucoup plus de fois que sur les autres touffes. Et pareil, qu'on a commencé la coupe des chaumes, on n'avait pas encore construit les structures en bois. Ça nécessite de revenir sur le terrain à plusieurs reprises. Donc, vraiment essayer de tout prévoir avant de commencer vraiment le chantier de coupe pour éviter les multiplications d'interventions sur le site. Et le troisième point de vigilance, pardon, va être la gestion des déchets de coupe. Donc, compte tenu de la capacité de développement de l'espèce, donc du bambou, vraiment une gestion très minutieuse. Donc, tout doit être évacué ou alors stocké hors sol, mais en tout cas, pas de contact avec le sol, pas de contact direct avec le sol. Et le suivi du coup qu'on va mettre en place va permettre que toute cette partie des opérations reste maîtrisée dans le temps. On peut passer à la slide suivante. Et pour terminer, du coup, on va aborder l'aspect revalorisation de l'espèce, donc qui est un sujet très souvent soulevé quand on parle du bambou, parce qu'il y a beaucoup de projets de revalorisation. Et sur le site de Providence, à quoi on parlait, la valorisation n'a pas été recherchée directement comme objectif principal au moment de la mise en place du protocole. Donc nous, on a plutôt priorisé l'aspect expérimental et scientifique à ce moment-là, donc vraiment tester le protocole, vérifier son efficacité, documenter les contraintes et pouvoir fournir des fiches de retour d'expérience. Donc, l'objectif principal a été plus la réponse à la problématique de gestion plutôt que la coupe du bambou pour production de matériaux. Mais de notre côté, la revalorisation de l'espèce n'est pas exclue, en tout cas dans nos projets. Donc, on a eu l'occasion de mettre en place plusieurs conventions de donation de matériel végétal sur le bambou. Et simplement, ces conventions, elles sont réglementées, conventionnées, en partenariat. L'ADA est au courant quand on en fait. Donc, ces conventions vont reposer sur plusieurs engagements du bénéficiaire. Donc, notamment, on va donner des chambres encore vertes, donc avec un potentiel de reprise très fort. Donc, le respect des protocoles de traitement qui ont été définis pour l'espèce. Donc, en général, de ce que nous, on a vu jusqu'ici, ça va être un traitement à l'eau de mer. Donc, pour empêcher la reprise de l'espèce après une utilisation en bac de jardin, quelle que soit l'utilisation qu'on va pouvoir en faire, et qu'on puisse assurer la traçabilité du matériel qui va être cédé, et également que le bénéficiaire puisse livrer au parc national toute la documentation qui va être faite qui va être disponible en tout cas au niveau du projet dont la donation a été concernée. Donc, l'idée à travers ces partenariats va permettre d'ouvrir des perspectives de valorisation du matériau, mais toujours dans un cadre sécurisé et cohérent en tout cas avec les objectifs de gestion de l'espèce à notre niveau. Donc voilà, on peut passer à la diapositive suivante, mais c'est tout pour moi de mon côté. Je vous remercie pour la participation et pour l'écoute. Et on reste disponible avec les collègues du Parc national si vous avez toutes questions sur les protocoles qu'on a mis en place. Et on a également des fiches de retour d'expérience qui seront disponibles, qui seront peut-être plus succinctes que là, le grand diaporama. Mais voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Madame Pierre-Justin. Très, très intéressant aussi. Je vous incite à nouveau à poser vos questions dans la barre de droite. Je suis désolée pour Madame Javelot, si vous n'arrivez pas à voir. Nous, pourtant, la présentation, elle s'affiche bien sur notre deuxième écran. Donc, je suis vraiment désolée, on n'arrive pas à le faire à l'instant. Et maintenant, donc, Madame Lécronier, c'est à vous un regard plus du point de vue sociologique. D'accord? Et merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à Synergile pour cette invitation et à tous les intervenants qui me permettent de faire le lien sur la relation, qui est un peu le mot-clé de cette présentation. Avant d'aller plus en amont, je souhaitais revenir brièvement sur le contexte de ce travail, parce que comme vous l'avez vu, je suis architecte, et cette thèse se réalise avec un directeur en anthropologie sociale. Donc l'enjeu était de participer à trouver des pistes pour rendre le bambou disponible pour une architecture réellement située, et ce dans les Antilles françaises. Il me semble qu'une thèse transforme, on ne sort pas indemne de ce travail, on ne se pose pas les mêmes questions, notamment à l'entrée qu'à la sortie du sujet. Et c'est ce temps long que j'ai essayé de partager aujourd'hui, que j'essaye aujourd'hui de partager avec vous, notamment dans un déplacement de regard. Parce que si les questions techniques sont importantes, elles ne suffisent peut-être pas à expliquer la place encore marginale du bambou de construction aujourd'hui en Guadeloupe comme en Martinique. Donc,
c'est sur la nécessité de la recherche, que j'espère ne pas être l'apanage des seuls chercheuses et chercheurs articulés à l'action, puisque cette recherche est effectuée en recherche-action. Et cette action dont les impacts sont parfois sous-estimés, sur lequel j'aimerais qu'on s'interroge ensemble. À travers cette question, le principal défi du bambou est-il vraiment technique? On peut passer à la slide suivante. Donc je commence, et ça fait bien le lien avec la présentation de Madame Pierre Justin sur ce côté action de la recherche avec le projet Bambou Outre-mer, qui a été soutenu à la fois par l'Université de Toulouse Jean Jaurès, dans lequel je fais ma thèse, mais aussi l'agence Franck Saint-Martin, et qui a été menée, l'agence Franck Saint-Martin qui est basée en Guadeloupe, et qui a été menée avec un collègue, Rémi Maître, docteur en socio-économie. Ce travail a permis d'explorer deux grands axes. Tout d'abord, est-ce que vraiment on peut essayer de faire quelque chose en construction avec le bambou, pas tellement d'un point de vue technique, mais plutôt d'un point de vue logistique. Et enfin, conduire des entretiens en parallèle avec différents acteurs qui nous permettaient de cerner les freins et les leviers de cette filière qui émerge. On a donc réalisé des expérimentations concrètes. Donc ici, comme vous le voyez sur l'axonométrie, des claustras en bambou tressé, qui est une technique très simple, pas du tout innovante et utilisée dans les Antilles françaises depuis très longtemps, depuis les débuts de la colonisation. Et également une collaboration avec les différents types d'acteurs, qu'ils soient institutionnels ou de maîtrise d'ouvrage. Je tiens d'ailleurs à remercier Madame Pierre Justin et également Karine ici présente qui ont participé à cette enquête, mais aussi Cyril Demort qui est charpentier, l'entreprise navale Forbin dont on a vu les images dans la présentation de Mélanie précédemment, qui nous a permis de tremper les bambous dans une durée de 3 à 4 semaines dans sa rade. Et bien que le prototype a pu se mettre en place, a pu se réaliser, qu'on ait pu réaliser ce test, il y a eu quand même une sorte de relâchement dans ce projet, puisque moi, je suis retournée en Hexagone pour suivre ma thèse. Il y a eu des surcharges à la fois du côté de la maîtrise d'ouvrage, qui est, si je ne l'ai pas précisé, Calou Hostel, qui a accepté de mettre en place ce projet, et qui a fait que le chantier a dû être mis en pause. Malgré tout, le prototype a fonctionné, il a permis de mettre en lumière la force et la volonté de l'ensemble des acteurs mobilisés et engagés. Et il reste tout de même des éclairages à apporter quant à la durabilité du matériau, puisque comme celui-ci est toujours là, mais il est resté inutilisé pendant plusieurs mois, on peut se demander comment il a persisté dans le temps et s'il peut encore être mis en œuvre dans ces claustras pour l'auberge de jeunesse. On peut passer à la slide suivante. Parallèlement à cette recherche, la question de l'utilisation du bambou s'est fait encore plus persistante, puisque malgré nos moyens modestes, on arrivait à mettre en place un projet, un prototype. Donc, on a cessé de se questionner, mais pourquoi est-ce que on ne l'utilise pas? Et on a souhaité mener, en tout cas essayer de trouver des questions plus précises et des réponses plus ou moins formalisées à travers les enquêtes de terrain. On peut passer à la slide suivante. Donc, la question des enquêtes ont permis de mettre en évidence 3 dimensions concrètes et décisives de l'inutilisation du bambou. Ce ne sont pas des dimensions qui sont séparées les unes des autres, mais elles se communiquent, elles sont liées entre elles. Tout d'abord, les trajectoires historiques qui font appel aux héritages des Antilles françaises, à la fois la Guadeloupe et la Martinique, donc la période coloniale, postcoloniale et départementale, qui a conduit à des formes d'adaptation permanentes, mais aussi ce que Glissant appelle la créolité, c'est-à-dire que j'entends ici comme un résultat créatif non anticipable.
Il y a eu aussi les stigmates liés aux catastrophes naturelles. Donc là, on voit sur la première image à gauche Hugo le Terrible, des images de Hugo le Terrible en Guadeloupe en 89. Donc ça laisse des marques, et notamment chez les enquêtés, des marques quant au rapport à l'habitat, mais aussi comment le bambou est perçu par rapport à ces différents stigmates, quels imaginaires et perceptions restent, et malgré tout, quelles sont parmi ces différentes expériences des pratiques qui persistent, des savoir-faire, et est-ce que ces usages continuent de se perpétuer. On a notamment découvert dans le domaine nautique, alors pour la Guadeloupe, le canot Saint-Ouen utilise le bambou vulgaris en baume, alors qu'en Martinique, la yole ronde utilise le bambou dans la vergue, c'est-à-dire cet élément diagonal sur la voile. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les choix techniques sont aussi des choix sociaux. Ce qui est ressorti de ces 70 entretiens, c'est aussi qu'il n'existait pas un seul bambou, mais plusieurs bambous, que chacun, selon sa place dans la société, son travail ou ses expériences, le voyait de différentes façons. Et la difficulté, c'était parfois la façon dont ces représentations communiquent ou au contraire ne communiquent pas. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc, ces dimensions placent le bambou dans un espace social des matériaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les matériaux occupent des places prédéfinies dans la société selon les pratiques, des hiérarchies ou des représentations sociales. Et à chaque fois, on voit que le bambou, par rapport aux autres matériaux, est décalé. Donc, dans le schéma 1, à gauche, on a sur l'axe des ordonnées le degré de présence dans le bâti de différents types de matériaux. Dans l'axe des abscisses, l'origine de ces matériaux, s'ils sont locaux ou importés, et on voit que le bambou est tout en bas, c'est-à-dire qu'il est très peu utilisé dans le bâti, alors qu'il est très local. Dans le schéma 2, sur l'axe des ordonnées, on voit la reconnaissance institutionnelle du matériau. Par là, j'entends, est-ce qu'il est reconnu par les différentes institutions de la construction, mais pas que. Et par là aussi les assurances. Donc, on voit que pour le moment, et là, la présentation d'aujourd'hui nous montre bien que ça change et c'est très positif. Donc, le bambou reste très faiblement reconnu, alors qu'il est très présent localement. Donc, sa dépendance économique est très faible, c'est-à-dire que plus un matériau va être importé, plus il va être cher. Et pour le bambou, on reconnaît qu'il est vraiment très peu cher, voire gratuit. Donc, les performances d'un matériau ne suffisent pas, c'est très bien, vous pouvez laisser la slide comme ça, à déterminer sa place dans la société. C'est une question de légitimité et de reconnaissance. À ces deux schémas de positionnement dans un espace social des matériaux, on peut déduire un désajustement socio-matériel cyclique, c'est-à-dire qu'on va avoir des normes et des réglementations calquées sur l'hexagone qui vont nécessiter l'importation de matériaux standardisés qui souvent doivent répondre à des normes de pose qui sont aussi liées à des climats tempérés. On va avoir donc par la suite une rupture bioclimatique. Par exemple, si on utilise très fortement du béton, on va avoir de l'inertie thermique qui fait qu'on va avoir de l'inconfort à l'intérieur des habitats, des logements, des bureaux. Et tout ça entraîne une disparition des savoir-faire et une dépendance économique qui va induire, encore une fois, des normes, des réglementations. On va devoir utiliser des matériaux standardisés. Comme Karine l'a mentionné, ça change, mais c'est encore très persistant, en tout cas au moment où ce terrain a été effectué, c'est-à-dire l'année dernière. Donc, il ne s'agit pas de remettre en cause les normes, mais de réfléchir à leur adaptation aux réalités territoriales. Malgré ce désajustement, on constate que des pratiques existent autour du Bambousa vulgaris. Donc, on ne peut pas vraiment dire que cette filière n'existe pas, mais qu'elle est instable, comme vous l'avez dit, Serena, au début de ce webinaire. Donc, j'aimerais introduire avec vous le terme de filière relationnelle.
qui suit différents types de logiques ou de régimes. On va avoir le régime formel, donc, qui va permettre de certifier, d'assurer, de normaliser, et le régime informel, qui est celui qu'on a le plus vu dans, en tout cas, des acteurs qui utilisent le bambou de manière régulière, qui va permettre une forme d'autonomie, d'autoproduction, d'adaptation et d'une connaissance aussi très fine du milieu, c'est-à-dire qu'ils vont savoir où chercher le bambou, à quelle période de coupe. Et entre les deux, on va avoir un régime hybride qui est plutôt celui des expérimentations, de la mise en dialogue, puisque ce sont souvent les acteurs qui se situent dans cette logique d'hybridité qui vont permettre au régime formel comme au régime informel de se rencontrer. Donc les expérimentations ne produisent, les expérimentations ne produisent pas uniquement des données techniques, elles produisent plutôt des relations entre des mondes et des modes qui communiquent parfois difficilement. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, j'ai voulu vous mettre ici deux verbatims d'acteurs qui nous ont fait part de leurs craintes face à l'institutionnalisation du bambou, c'est-à-dire la voie par laquelle on aimerait qu'il soit un matériau standard, certifié. Cette normativité du bambou leur empêcherait une forme d'agentivité, c'est-à-dire une capacité d'agir dont pour l'instant ils jouissent en utilisant ce matériau. Donc, je vous laisse lire les verbatims, mais dans le premier, on a un enjeu de comment développer une filière sans créer de nouvelles dépendances, puisque ces dépendances sont très, très, très présentes sur nos territoires. On a aussi un enjeu de reconnaissance. Beaucoup d'acteurs possèdent un savoir-faire, mais ils peinent à les faire reconnaître. Et on a aussi un enjeu de transmission, puisque petit à petit, des pratiques et des savoirs se perdent, puisqu'ils ne sont plus utilisés comme on aimerait qu'elles le soient. Donc enfin, sur la dernière slide, l'avant-dernière slide, s'il vous plaît, j'aimerais vous proposer l'idée que le bambou n'est pas seulement un matériau. C'est un point de rencontre entre différents savoir-faire, entre des milieux, entre des pratiques, entre des acteurs. Et il permet ce matériau, ce végétal, cet élément non humain, ce matériau, par rapport aux différents termes qu'on utilise pour le nommer, il nous permet de nous demander comment développer le bambou et peut-être quelle filière souhaitons-nous construire autour de lui, quel type de filière. Et il me semble que le concept central, c'est celui de la relation entre les institutions, entre les acteurs, les artisans, mais aussi les personnes qui font de la recherche et qui essayent de mettre en relation différentes actions, différents types de visions et de représentations du bambou. Alors, on peut passer à la dernière slide. Si les expérimentations techniques restent indispensables, les enquêtes suggèrent qu'elles ne peuvent être pensées indépendamment des acteurs qui les portent, des savoir-faire qu'elles mobilisent et des territoires dans lesquels elles s'inscrivent. Donc, nous avons vu que, premièrement, le bambou n'est pas perçu de la même manière par tous. Deuxièmement, les obstacles ne sont pas uniquement techniques, ils sont socialement construits. En troisième lieu, que les acteurs et les savoir-faire comptent autant que le matériau. Quatrièmement, que les expérimentations produisent aussi des relations. Et enfin, que la filière n'étant pas stabilisée, elle laisse encore de la place à l'invention collective. Donc, si le principal défi du bambou n'est pas seulement technique, alors que devons-nous réellement expérimenter aujourd'hui? Un matériau ou de nouvelles façons de faire société avec lui? Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai terminé. Merci beaucoup, Madame Léconnier. Je pense que c'est la meilleure des façons dont on pourrait finir ce webinaire, terminé avec les présentations. Je trouve que vos questions sont plus que pertinentes et ouvrent le débat parce que on a parcouru plusieurs aspects
de cet élément. Et je trouve aussi que les thématiques que vous portez en avant, bah, c'est vraiment les freins et les enjeux qu'il faudrait porter et étudier pour avoir un projet ici en Guadeloupe d'envergure comme celui de Mayotte, pour faire un peu de comment dire, de tirer la somme de ce webinaire. Je vous avoue que le webinaire se voulait un peu d'éléments relanceurs de la thématique, construisons, rénovons, utilisons le bambou parce que c'est une ressource qui est présente, parce que l'État nous incite à l'utiliser. On a vu les incitations à travers les réglementations qui peuvent s'appliquer et qui doivent s'appliquer dans l'Hexagone et ici en Outre-mer. Ensuite, nous avons vu l'exemplarité de la démarche de Tani Malandi qui peut donner des suggestions aussi et des facilitations vis-à-vis d'un emploi éventuel ici en Guadeloupe tel que fait à Mayotte en guise, ça va dire, de brise-vue et brise-soleil. Le parc national donc nous a illustré ce qui se fait en ce moment et que des expérimentations ont déjà été faites. Donc vraiment la praticité et le sujet qui est absolument contemporain même pour le parc national de Guadeloupe. Et ensuite les freins sociaux et tous les aspects qui sont sur la perception, les vécus, les désajustements, comme vous l'avez dit, Madame Légrenier, et surtout la transmission, qui est un peu les moteurs de ce savoir-faire qui devrait être vraiment ce qui nous motive le plus à vouloir utiliser ce matériel. Voilà, donc maintenant, ce que je vous propose, c'est… Ah, j'ai vu une main levée. Je vous propose donc quelques minutes de échange et je vais reprendre la première question de Monsieur Allais. Si je ne me trompe pas, j'arrive plus à la visualiser, mais Madame Lé, je sais que je pense que c'est pour vous. Et Monsieur Allais donc demande comment traitez-vous le bambou en tête par rapport à son exposition aux intempéries? Oui, alors il y a 2 points concernant ce sujet en particulier. Premièrement, les bambous sont percés de part en part, puisque au niveau de chaque nœud du bambou, il y a à l'intérieur du chaume une membrane lorsqu'il pousse dans la nature. Et donc en amont de son traitement et donc de sa mise en œuvre, nous venons percer ces membranes à l'aide de barres de profilés qu'on utilise généralement pour le béton armé. Mais tout ça permet que lorsqu'il y a de l'eau qui rentre à l'intérieur du bambou, à l'intérieur du chaume, par sa partie supérieure, elle ne stagne pas au niveau de chaque nœud, mais qu'elle puisse s'écouler et que le bambou puisse sécher convenablement. Donc ça, c'est le premier point. Et l'autre point que nous avions mis en place au niveau de la tête du bambou, c'est l'emploi d'une petite couverture acier qui vient protéger, dans une certaine mesure, mais la tête du bambou. Je ne sais pas si c'est possible de remettre la slide, mais sinon, vous Oui. retrouvez le détail dans le dossier d'ATEX. Bien sûr. Alors, attendez, hein. Pas de souci. Ah. Donc c'est… Non, après. C'est la slide où il y a le détail de fixation des bambous. Voilà, celle-ci. Eh bien, elle n'apparaît pas sur ce dessin. C'est une erreur. Je ne la vois pas en tout cas là. Je sais pas. Non, on ne la voit pas. Alors, excusez-nous, c'est une erreur sur ce détail-là. Mais il y a bien une petite couvertine qui est liée à la charpente de toiture qui vient protéger le dessus du bambou. Donc, ce n'est pas directement en contact avec le bambou, mais c'est comme une petite casquette qui vient limiter l'entrée d'eau au niveau de la tête du chaume.
C'est vrai que ce détail-là était vraiment focalisé sur la manière dont on tenait le show, mais on n'a pas représenté l'ensemble des éléments. Ça ne change pas si j'enlève la fenêtre. Non, ok. Parfait. Alors, oh non. Il y avait une autre, excusez-moi, je jongle entre les fenêtres et je ne suis pas très habile. Je ne vois pas les autres questions. Donc, Monsieur Scaluba avait posé des questions. Il y a une question. Monsieur Linon, avec ce système d'éradication, donc je pense que c'est pour Madame Pierre Justin, par les sels, pardon, peut-on apprendre à maîtriser un bouquet de bambou pour éviter qu'il ne s'étende sans le supprimer totalement? On m'entend bien? Comme j'ai mis le micro, je ne Oui. sais pas si ça passe. Alors nous, au niveau du retour d'expérience qu'on a eu, toutes les touffes qui ont été traitées, on les a supprimées totalement. On n'est pas parti, comme c'est en cœur de parc, on a vraiment voulu faire de l'éradication des espèces sur le site. Mais je me dis qu'il y aurait une possibilité, si vous voulez vraiment juste le contenir à une zone précise, donc couper je suppose, les chaumes de la touffe, vous voulez pas que ça envahisse. Ça devrait être possible, mais je ne pourrais pas vous dire exactement quelle serait la manière de procéder parce que nous, on n'a pas fait ce volet-là au sein du parc. Mais dans l'idée, en tout cas, le traitement au sel, il fonctionne bien, donc je me dis que ça devrait, euh, ça devrait être possible. Parfait. Merci, Madame Pierre Justin. Donc, je vois Madame Kubik. Vous avez la main levée. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc, Madame Kubik de la DL de Guadeloupe, chargée de mission espèces exotiques envahissantes. Je suis désolée parce que j'ai pris du coup, le webinaire en route. Là, il était déjà bien commencé, ce qui fait que je ne sais pas trop ce qui a été dit au début concernant la réglementation, et qui est certainement liée à la construction et pas par rapport à l'espèce en tant qu'espèce exotique envahissante interdite de territoire. Bambusa vulgaris vivant n'a pas le droit d'être présent sur le territoire. Donc, on est effectivement très content quand il y a des porteurs de projets qui sont, qui sont volontaires pour utiliser les produits issus des opérations de lutte. Et la valorisation, effectivement, on y est tout à fait favorable. Je voulais poser du coup des petites questions sur le projet de Mayotte. Je voulais savoir comment il avait été extrait, enfin surtout les zones d'où il a été extrait et comment vous avez assuré effectivement aussi cette traçabilité, parce que l'idée c'est quand même, j'imagine, il est aussi interdit de territoire à Mayotte. Enfin, je sais pas, j'ai pas en tête la réglementation sur les espèces exotiques envahissantes de Mayotte, mais je suppose que l'idée, c'est aussi effectivement de lutter contre le bambou, et notamment cette espèce Bambusa vulgaris à Mayotte. Et donc, du coup, j'imagine que vous avez mis aussi en place des protocoles de traçabilité et pour vous assurer qu'en théorie, il ne reprend pas de là où il a été pris. Donc ça, c'est première question. Donc, issue, origine des touffes, etc. Et puis après, deuxième question, c'est justement l'exploitabilité des touffes. On sait que souvent, il est inaccessible. Et donc, comme l'a dit Madame Mélanie Pierre-Justin, des fois, c'est dans des sites inaccessibles. Donc, pour pouvoir l'exporter et l'utiliser, c'est pas évident. Et je voulais savoir, enfin, est-ce que vous avez du coup une idée des coûts à la fois ou en surface ou en mètre cube du produit fini du brise-vue, ou si, enfin là c'est en brise-vue puisque vous l'avez utilisé qu'en brise-vue. Du coup, j'imagine que ça peut-être rapporté au mètre carré le prix du brise-vue en bambou, ou enfin voilà, parce que pour concurrencer entre guillemets d'autres matériaux, on est obligé de prendre en compte le coût. Le coût donc du traitement, de ceci, de cela. Je ne sais pas si on a un autoclave en Guadeloupe. Enfin voilà. Je trouve que la transposabilité du projet
elle est à étudier. Je trouve que c'est très, très, très intéressant. Vous êtes allé vraiment très loin dans votre projet sur Mayotte. C'est magnifique. Et donc, si on pouvait faire la même chose, mais il faut, voilà, faut analyser les coûts aussi et puis prendre en compte cette notion de difficulté d'accès de la ressource, sachant qu'il est hors de question de planter du Bambusa vulgaris, puisque c'est interdit de territoire et que, enfin voilà, la réglementation interdit la présence vivante et l'exploitation du matériel vivant. Donc, on ne laisse pas des tiges de bambou repousser, de préférence, Alors, si elles ont été coupées. Jeanne, si je peux me permettre, je veux juste en Merci. fait une clarification. Madame Kubik, excusez-moi, en fait, je crois ne pas avoir compris la première question. Vous dites comment on fait pour qu'il ne repousse pas, c'est ça? D'où vous l'avez extrait en fait? Est-ce que c'est pas du bambou, c'est pas une bambouserie exploitée, il vient du milieu naturel et du coup, comment vous avez géré la ressource pour que derrière ça repousse pas normalement en théorie, je Je sais pense, pas, vous avez je travaillé pense qu'il y avec a un l'ADL? point, je pense qu'il y a un point en fait qui est très important à clarifier lors de ce webinaire. En fait, les, comment dire, la discussion s'oriente vers le fait de assumer que le bambou vulgaris est une espèce donc envahissante à supprimer, Oui, que le classement en fait actuel du bambou vulgaris soit celui-ci pour multiples raisons historiques et politiques, ne veut pas dire que c'est l'orientation à laquelle il faut cibler, parce que nous, en tout cas pour nous à Mayotte, l'idée ce n'est pas du tout, vraiment pas du tout, que le bambou ne repousse pas. C'est plutôt en fait d'en faire de ces forêts de bambou des forêts soutenables, recyclables et qui renaissent et qui sont gérées, comme on le fait pour les forêts de bois de tronc. Nous, en fait, on l'a pris dans des bambouseraies qui sont gérées par des agriculteurs qui gèrent leurs bambouseraies, et c'est des bambouseraies complètement naturelles. Le temps de coupe, la façon de couper, lesquels des champs on peut couper et lesquels on ne peut pas couper, sont calculés, analysés et étudiés pour que justement, en fait, la saison prochaine, le bambou renaisse, le bouquet renaisse plus fort, plus frondeux, plus important. En fait, la conception, en fait, de dire que le bambou, c'est une espèce à éradiquer, que faisons-nous avec ce qu'on coupe? Puisqu'on va le couper, on en profite pour reconstruire. C'est une, excusez-moi du mot, une très mauvaise conception. bah, excusez-moi, mais nous en Guadeloupe, c'est la réglementation qui l'impose. C'est Mais à pas. Mayotte Alors, aussi, mais à Mayotte aussi, mais aujourd'hui même, excusez-moi, je vous ai coupé, mais aujourd'hui même, en fait, ce qu'on a fait, la première partie de la texte, n'est même pas une histoire en fait de la texte de notre projet, mais c'était plutôt de caractériser le bambou comme un matériau de construction. La suivante phase, c'est de l'enlever de la liste des espèces envahissantes à éradiquer. Si on veut développer une filière bambou, on ne peut pas partir sur le postulat en fait que c'est une plante à éradiquer. C'est antinomique en fait, ça ne marche pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Ce n'est pas en fait des déchets qu'on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux puisqu'on doit les enlever. C'est en fait comment développer des forêts durables pour justement en fait que ça devienne une filière. Mm. Je pense qu'il y a une petite nuance là qu'il faut vraiment qu'on... Parce que j'ai entendu les expositions étaient passionnantes de tous mes collègues, mais il y a une petite misconception là qu'il faut vraiment... en tout cas, dans notre cas à Mayotte, hein, et nous, on l'espère qu'un jour, avec l'association BAM, avec l'île au Bambou, avec toutes les associations qui se sont, avec les agriculteurs locaux, on espère et on attend en fait que la prochaine étape, ça sera de déclasser le bambou vulgaris de Mayotte de l'espèce en fait envahissante à éradiquer. Parce que sinon, pourquoi on crée une filière? L'organisation de la filière est aussi à différentes étapes par rapport à celle de la Guadeloupe. C'est vrai, parce que le bambouserais, ce n'est pas encore des
des espaces qui sont présents et organisés de la même façon que Mayotte en ce moment. Le cas de latex en tant que bambou utilisé comme brise-vue et brise au soleil pourrait éventuellement donner moyen de la même utilisation ici en Guadeloupe. Madame Lejosec, peut-être c'est pour vous la question. Si on pourrait se servir de latex que vous avez obtenu pour les Bambusa vulgaris avec ce type d'utilisation. Vous pouvez pas, il n'est pas utilisable en l'état puisque comme c'est une latex de KB, il est applicable uniquement au projet du lycée Tani Malandi et la caractérisation qui a été réalisée sur le matériau concerne uniquement le vulgaris de Mayotte. Toutefois, bien sûr, il constitue une ressource, un retour d'expérience qui, je pense, peut aider au développement d'autres initiatives sur d'autres territoires. En tout cas, il y a toute une méthode que nous avons développée qui peut servir de guide, de première approche pour mener d'autres projets. Tout à fait. Merci beaucoup, Madame Lejosec. Madame Léconnier, vous aviez levé la main. Oui, merci. Pardon, on n'aura pas excusez-moi. les coûts. Par rapport aux coûts, on pourra savoir combien ça a coûté en fait, un prix rapporté au mètre carré. Ou je ne sais pas comment on peut avoir une idée du coût du matériau finalement. Alors, l'estimation du coût au mètre carré du brise-soleil est en cours au sein de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Moi, je n'aurai pas de chiffres à vous communiquer pour le moment. Je ne sais pas si, Hicham, tu en as de ton côté. Moi, pour l'instant, ce que j'ai, c'est uniquement le coût de latex, le coût du projet, du procédé fini en tant que tel ne relevait pas de notre mission. Pour l'instant, en fait, l'estimation, elle est en cours de validation. En même temps, nous, en fait, on va poser autour de 6000 chaumes sur le projet du LTM. Je pense que la quantité modifie d'une certaine façon l'estimation. C'est-à-dire que plus il y en a, moins cher il devient, puisqu'en fait, on les traite par l'eau dans l'autoclave, le transport se fait par l'eau. Donc, c'est difficile, en fait, à énoncer un prix comme celui-là. Mais par contre, je n'hésiterai pas, si cela vous intéresse, Madame Cubic, de transmettre à Synergile, lorsqu'on verra plus clair, le prix du coup au mètre carré, mètre linéaire, mètre cube de bambou fourni, traité, posé. Oui, ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup. Je n'hésiterai pas. Si je peux intervenir rapidement sur les questions d'autorisation par rapport à la circulation des bambous entrés et sortis sur les territoires de Mayotte et la Réunion. Donc, indépendamment du sujet d'éradiquer ou non l'espèce sur les îles, nous, ce qu'on a rencontré comme sujet, c'était en effet de pouvoir passer la douane dans les règles pour un départ des bambous de Mayotte vers la Réunion, l'entrée sur le territoire de la Réunion et ensuite le chemin dans le sens inverse. Et donc, pour ce point, nous sommes rentrés en contact avec la DAF, donc la Direction de l'Alimentation et de l'Agriculture et de la Forêt, pour obtenir une dérogation dans le cadre de ce projet, en expliquant bien que le bambou était séché, donc il ne pouvait pas être replanté et repoussé à partir des chaumes que nous faisions voyager, et expliquer quelles étaient la destination finale de ces brise-soleil et fournir des bordereaux de suivi de chaque colis des bambous pour, en effet, pouvoir contrôler leur traçabilité. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, du coup... Ah, pardon. Non, Madame Léconnier, c'était à vous. Oui, merci. Sans vouloir remettre une couche ni quoi, mais je trouvais que l'échange entre Madame Aude Cubic et Monsieur Hicham Hamzé était très intéressante par rapport à ce que ça me permet de donner un exemple sur ces différents types de représentation du bambou à faire dialoguer. Puisque pour Madame Cubic, il représente une espèce exotique envahissante qui est
de fait de son rôle à l'ADL. Et pour Hicham, c'est un matériau, c'est une filière. Et par rapport aux enquêtes, on a vu des champs lexicaux très divergents. Enfin, Madame Pierre Justin emploie les mots d'éradication, voilà, on met du sel pour que ça repousse plus. Peut-être vous avez entendu parler, enfin, c'est une légende, mais avant, on mettait du sel au niveau des Romains sur les champs pour éviter que ça repousse, etc. On ne va pas jusque-là avec le parc national, mais quand même, ça dit quelque chose d'un rapport au végétal et même d'un rapport à la nature que je trouvais intéressant de souligner. On a aussi un rapport au milieu dans le sens élargi du terme, dans le sens écuménique, comme dit Augustin Berg. Enfin, ça fait un peu universitaire, excusez-moi, mais pour dire qu'il y a vraiment une relation qui s'établit entre l'homme et son milieu. Et le bambou fait partie de ce milieu-là. Et c'est intéressant d'interroger, je trouve, cette articulation, cette relation pour la typologie de filière que la Guadeloupe ou la Martinique ou Mayotte aimerait mettre en place. Voilà, c'était juste une petite remarque au passage. Merci beaucoup, Madame Legrenier. Madame Kawamura? Oui, bonjour à tous. Je suis donc Sabine Kawamura, je suis la chef du service Habitat Bâtiment Durable à la Guadeloupe. C'est un autre pan de la Guadeloupe que vous avez avec vous et dans le service où se trouve Karine Thomas. Pour nous, effectivement, hein, la position du bambou comme une espèce envahissante, c'est pas forcément celle que nous défendons, nous, au service Habitat et Bâtiment Durable. Pour nous, le bambou, c'est une expérimentation à pousser pour en faire justement un matériau durable. Hein. On est davantage sur cette recherche de modes de construction différents, moins cher, moins énergivore, plus respectueux aussi de nos modes de vie et adapté naturellement au changement climatique que nous connaissons, les fortes chaleurs, etc. Vous connaissez déjà le discours. Moi, la question que je voulais poser, en fait, c'est le coût de enfin, pas le coût de l'expérimentation, mais le coût du matériau par rapport à des brises de vue classiques. Est-ce que vous avez regardé un peu ce que ça vous apporterait en termes de coût? Et puis, est-ce qu'on aurait pu un peu pousser par rapport à une filière? Parce que je pense qu'il y a d'autres matériaux sur Mayotte d'autres projets, pardon, qui utilisent des brises soleil. Savoir un petit peu les protections solaires, ce que ça aurait pu, voilà, essayer de voir quelle est la différence de coût entre l'utilisation de bambou et des brises soleil classiques ou ou autres protections solaires. Et peut-être les tirer sur plusieurs projets. Moi, je vois aujourd'hui en Guadeloupe, vous avez des bâtiments, tous les bâtiments d'équipement public sont toujours bardés de la même chose, de ces brises solaires en aluminium, etc. Donc, on n'a en fait, en gros, une seule protection, une seule proposition de matériaux pour protéger. C'était ça que je voulais savoir si vous avez fait ce différentiel. Alors sans donner des chiffres, parce que là, ça va pas être significatif. Je disais avant que nous avons 6000 chômes, donc je pense que l'échelle, elle est difficile à appréhender. Mais pour que vous ayez une idée, en fait, nous, on n'a pas comparé avec les brises soleil en aluminium, mais nous avons comparé avec les brises soleil en rondins de bois. Parce que en fait, D'accord. on avait créé un plan B au cas où nous n'avions pas latex. Heureusement, nous l'avons eu là en janvier. Mais on avait un plan B au cas où c'était des rondins de bois. Par rapport en fait au bambou, les rondins de bois représentaient 32% plus cher que le bambou. Et là, on est en train de parler de simples rondins de bois rabotés, pas traités, Oui, oui. rien du tout. Donc c'est 32% plus cher en rondins de bois qu'en bambou. Sachant en fait que le bambou, ce n'est pas la matière en soi, la coupe qui est chère, sinon aujourd'hui, pour l'instant, le traitement. J'ai entendu, en fait, d'ailleurs, c'est super intéressant concernant le traitement à l'eau de mer, que nous trouvons passionnant et on souhaitait en fait mettre en place ce traitement, mais à Mayotte, nous n'avons pas pu le faire pour des raisons, pour l'instant, écologiques et de rive, de bordure de mer, ce que je comprends parfaitement. Mais en fait, si en plus il n'y a pas le traitement autoclave, si en plus il n'y a pas l'investissement que cela implique, si un jour on pourra traiter le bambou à l'eau de mer, ou d'autres façons naturelles de le traiter, les coûts seront encore moindres. Euh, D'accord.
C'est attractif comme matériau dans ce sens-là. Il faut aussi le dire, attractif financièrement. Nous, OK, on s'est payé en fait, enfin le rectorat s'est payé un ATEX pour caractériser et pour pouvoir poser le bambou. Peu à peu, en fait, lorsque la pratique sera généralisée, nous on pense et on espère en fait que peu à peu, en fait, du coup, ça fera un matériau qui sera aussi attractif financièrement. Très bien, merci bien. Madame Kubik, vous avez levé la main? Oui, je voulais savoir si les agriculteurs avaient été rémunérés Absolument. pour la prise du bambou. Absolument. Ils ont d'ailleurs non seulement été rémunérés, mais fait partie en fait de l'association qui s'est occupée de la coupe, transport, colisage, etc. du bambou. Et pour du coup l'exécution finale, donc la pose des 6000 chaumes, nous avons obligé toute entreprise qui réponde d'avoir en co-traitant rémunéré par tableau d'honoraires en fait au sein de son équipe un agriculteur ou une association locale avec des agriculteurs locaux. Merci, Monsieur Hamzé. Je me permets de prendre les dernières deux questions parce qu'il est déjà 10h43. Monsieur Alette demande quels sont les facteurs différenciants pour justifier une autre ATEX entre le bambou vulgaris des Antilles et celui de Mayotte. Je pense que Madame Le Jossec, vous aviez commencé à répondre à cette question tout à l'heure, parce que c'était un peu Oui, ma... tout Oui. à fait. En fait, quand on caractérise un matériau, on caractérise une espèce qui provient d'un territoire en particulier. Et donc la caractérisation qui a été faite concerne uniquement Mayotte. Il faudrait donc refaire cette démarche pour le bambou vulgaris des Antilles. Merci, Madame Le Jossec. Madame Kawamura? Oui, juste une petite dernière question, excusez-moi. C'est quand, je voulais la poser tout à l'heure, j'ai oublié, c'est la partie sur la filière. Donc, j'ai bien compris qu'à Mayotte, vous étiez enfin, cette filière a été organisée sous forme d'association. Est-ce que chez nous, en Guadeloupe, il y a un début, enfin, est-ce que c'est quelque chose qui a été déjà envisagé ou il y a des agriculteurs qui ont déjà fait savoir qu'ils souhaitaient, voilà, s'intéresser à cette filière ou pas? Alors, si quelqu'un de la salle veut prendre la parole, c'est maintenant. Je Oui, peux porter... Ah, oui, 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 pardon. Non, allez-y si vous avez des. Moi, j'ai quelques éléments de terrain avec les acteurs rencontrés, mais. Ah ben, je vois des Oui, mains qui oui. se lèvent. Parfait. Écoutez, je vous laisse parler, Madame Légrenier, et ensuite, on va donner la parole à Madame Farose. Parfait. Oui. De ce que j'ai pu observer, c'était assez fragmenté. Beaucoup d'acteurs avaient des intentions, enfin, de faire même des écoles, des formations, mais il n'y a pas vraiment eu, depuis l'année dernière, de rassemblement de ces acteurs. En Martinique, on a la bambouseraie de Sainte-Marie, qui est gérée par les jardins de la bambouseraie, qui a vraiment été conçue pour être une filière bambou. Pour l'instant, c'est en stand-by d'après mes dernières données, bien qu'il y ait des grosses forces tenantes qui essayent de maintenir cette bambouseraie. Ça demande beaucoup de travail, mais c'est une bambouseraie qui appartient à la collectivité territoriale de la Martinique. Donc on espère que dans les mois, soyons optimistes à venir, ça va pouvoir être supporté et qu'il y aura un vrai ensemble collectif autour du bambou. Merci, Madame Légrenier. Madame Farose. Bonjour. Oui, bonjour Zoé. Bonjour à tous. J'allais compléter les propos de Zoé. Effectivement, il y a une petite émulation il y a à peu près un an ou deux en Guadeloupe, notamment lors de l'organisation d'un séminaire sur les bambous et leur utilisation et le développement d'un petit secteur, je dirais, bambou à la Sylvathèque de Gourbert, mais ça n'a pas vraiment été plus loin. Ça reste encore assez marginal et assez caché en Guadeloupe. Donc, il n'y a pas d'émulation vraiment pour la création de filières. Et elle n'est par contre plus forte, comme l'a souligné Zoé, en Martinique, justement, avec le projet mené par Christophe Relouzet et ses équipes, qui, euh, qui poursuit sur tout ce qui est construction non
en dehors de l'habitat. Donc, ça peut être par exemple des hangars à bateaux en bambou, ce genre de choses. Et il espère faire labelliser ces techniques justement de charpente en bambou. Et il se heurte à pas mal de difficultés techniques, notamment le coût que ça induit. Donc, c'est des petites émulations qu'il convient, à mon avis, de soutenir et pourquoi pas en commençant justement par classer le bambou comme matériau de construction et peut-être apporter ce projet euh, au sein du livre blanc de l'AQC, puisqu'il est assez commun à plusieurs départements. Et comme on dit ici, ensemble nous plus forts, hein, ensemble on est plus forts, et peut-être se faire entendre par nos ministères de tutelle sur le déclassement du bambou comme espèce envahissante, mais plutôt comme matériau de construction. Je me permets, Madame Farroz, de terminer et compléter ce que vous disiez sur le groupe de travail, parce qu'effectivement, Synergile a mis en place un groupe de travail en interviewant différents acteurs et différents professionnels de tout métier pour voir si effectivement un consortium pouvait être mis en place. Les réunions se sont tenues sur un an et demi et se sont terminées il y a déjà quelques mois en disant que le consortium probablement pourrait voir une concrétisation de ses efforts dans un projet, un appel à projet tel que ONRE 3 qui probablement va sortir en fin d'année, je ne sais pas, pendant 2026. Et ça me permet aussi de vous partager les questionnaires de satisfaction, mais qui n'est pas simplement un questionnaire de satisfaction concernant ce webinaire. C'est aussi un questionnaire qui vous demande si vous êtes intéressé au bambou, si le groupe de travail pourrait éventuellement vous intéresser et aussi votre perception sur le bambou pour faire un recensement. Ce webinaire, si vous voulez, justement comme relance sur la thématique et sur la sensibilisation des acteurs qui sont intéressés sur les territoires, en Outre-mer en général, en s'appuyant sur l'exemplarité du projet de Mayotte. Donc, sur ça, je pense que je vais vous laisser. Et je vous remercie énormément pour le temps, la patience. On a vraiment dérapé sur le. Ah, ok, d'accord. Sur le temps qui était alloué à ce webinaire. Et merci à tous parce que c'est vraiment tard, probablement en hexagone. Désolée. Je vous laisse donc avec une aperçu des événements Synergile à venir. On commence par demain avec l'Assemblée générale réservée aux adhérents et les chiffres clés de l'OREC, l'Observatoire régional de l'énergie et du climat, le 2 juillet, qui se tiendra au MACT. Et ensuite, toute la saison le deuxième semestre de Synergile. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux, n'hésitez pas. On est actif, on est présent. Et on se mobilise pour les territoires et pour l'outre-mer en général. N'hésitez pas à télécharger le QR code et à remplir le questionnaire, s'il vous plaît. Merci à tous les intervenants, vraiment du fond de cœur, parce que c'est passionnant tout ce qu'on a dit, tous les échanges qu'on a eus. Merci à vous tous. Et désolée d'avoir dérapé sur le temps encore. Et qu'est-ce que je voulais dire en plus? Je pense que c'est bon, c'est fini. Et voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Ratti. Merci Merci à beaucoup. vous. Merci beaucoup. Merci à Merci tous. beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Pareillement, merci à tous. Et on vous transmettra le support et aussi sur YouTube, la chaîne YouTube Synergile, ce webinaire sera disponible. D'accord? Merci. Au revoir et bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à Au vous. revoir. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.